L'invité politique de LCI Radio Classique ce matin, c'est Christian Jacob, patron des députés UMP. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par l'actualité dans la presse ce matin. Sarkozy a-t-il été volé, sous-entendu par Copé, puisque c'est titré l'affaire Copé. C'est compliqué, mais en gros, une histoire de surfacturation d'une société de communication créée par deux proches de Jean-François Copé, de surfacturation de l'UMP et de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Vous avez lu l'article, Christian Jacob? Non, j'ai pas lu l'article. On est dans des papiers racoleurs. J'ai entendu ce matin la réaction de Jean-François Copé qui annonce qu'il va porter plainte dans la journée pour diffamation. Donc laissons la justice travailler. Je crois que ce genre de papier, il convient d'avoir de la sérénité et laisser la justice faire. Mais vous connaissez la société de communication Big Malion impliquée, puisque vous êtes son client à la fois à Provins, puisque apparemment cette société travaille pour l'Office du tourisme de la ville, et puis à l'UMP, puisqu'elle est prestataire du groupe UMP. Donc vous savez qui c'est, Bien sûr, parmi d'autres prestataires. Mais encore une fois, vous savez, sur ce genre de papier au titre volontairement racoleur, une plainte va être déposée aujourd'hui, donc laissons faire la justice. Moi, je suis bien entendu, on sera à la disposition s'il y avait des informations à donner, mais bon, on en est Alors pas bon, là. moi j'ai lu quand même attentivement l'article, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, et puis tout n'est pas étayé. En revanche, ce qui est un petit peu quand même troublant dans l'article, c'est le mélange des genres un peu généralisé. C'est-à-dire que cette société, effectivement, elle est créée par des collaborateurs de Jean-François Copé, dans son cabinet comme ministre du Budget ou à l'UMP, et puis elle facture à l'UMP des prestations de communication, de vidéos pendant les meetings, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que les frontières soient un peu plus étanches entre ceux qui travaillent pour vous et ensuite qui vous facturent des prestations? Oui, bon, faut écouter, je crois que... Enfin bon, d'abord, moi j'ai pas lu l'article contrairement à vous, mais au-delà de cela, que ce soit dans les collectivités ailleurs, vous savez, tout est encadré par le contrôle de légalité, pour les comptes de campagne, par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc, souvenez-vous, comme les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy ont été justement invalidés. Et ce que dit l'article du Point, c'est que finalement, cette société aurait facturé 8 millions d'euros de prestations à l'UMP et à Nicolas Sarkozy, candidat pendant la campagne. 8 millions, je rapproche du chiffre de 11 millions de financement public qui n'a pas été remboursé à Nicolas Sarkozy parce que justement, il avait dépassé les plafonds. Écoutez, si quelque chose relève de la justice le traitera, voilà, et je fais confiance à la justice. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette période où l'UMP est touché par des affaires, peut-être celle-ci, on ne sait pas, on verra. Et oui, puis... enfin, je crois qu'il faut attendre. Il faut vraiment relativiser, encore une fois, ce genre de titre et de papier. Et l'affaire Dassault, est-ce que vous trouvez ça normal que la justice fasse son travail sur l'affaire Dassault Vous avez vu hier les listings publiés par Libération sur... la justice fasse son travail, bien sûr que je trouve ça normal. Et il faut qu'elle le fasse, et plus elle le fait rapidement, mieux c'est. Est-ce que vos collègues du Sénat ont un peu tardé pour lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault? Non, je pense pas. Tout d'abord, vous savez que l'immunité parlementaire n'empêche pas la justice d'avancer. C'est-à-dire que si il y a une condamnation ou quelque intervention de la justice que ce soit, c'est tout à fait possible. Ce que l'on appelle d'ailleurs faussement l'immunité parlementaire, c'est un système qui permet à un parlementaire de pouvoir continuer son activité, mais il n'est en aucun cas protégé d'aucune action de justice. Donc l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, ne protège en aucun cas. L'action de justice peut se dérouler tout à fait normalement. On est à 3 semaines, un peu plus, des élections municipales. Gros enjeu évidemment pour tous les partis politiques, dont le vôtre. Vous êtes confiant ? Oui, écoutez, je pense qu'il faut toujours être serein avant une échéance électorale, mais ce que l'on voit sur le terrain, la qualité de nos candidats dans les différentes villes fait que nous sommes plutôt effectivement en situation d'être confiants, mais attendons le soir du premier tour et surtout celui du deuxième tour. Alors, même si vous êtes en position de force dans les sondages, il y a une inconnue, on sait, c'est le poids du Front National dans cette élection. Les sondeurs nous annoncent peut-être une centaine de triangulaires. Qu'est-ce qui se passe dans les cas de triangulaires? Qu'est-ce que vous dites aux électeurs du Front National dans ces cas-là? Écoutez, tout d'abord, attendons le soir du premier tour sur ce genre de choses. Mais nous, les choses ont toujours été très claires pour l'UMP. Nous avons deux adversaires, le Front National
et la gauche, qui font parfois des alliances d'opportunités, et nous restons sur le socle de valeurs qui est le nôtre, et donc nous y allons sur nos convictions, et on n'est pas dans des tripatouillages d'élections, d'accords sur des coins de table, c'est hors de question, ça l'a toujours été, on reste sur la même ligne. Et en cas de duel PS-Front National, vous votez pour le moins sectaire, comme l'avait dit François Fillon, ou vous n'allez pas voter, ou vous votez blanc, vous, personnellement? Bon, écoutez, moi, personnellement, je voterai pour ma liste qui sera en tête aux élections. En cas de duel FN-PS. J'aurai pas de duel FN-PS à Provins. Non, mais vous me dites, vous, personnellement, je peux vous dire qu'à Provins... Vous évitez la question. Ce que je voulais dire, c'est que si vous étiez confronté comme citoyen français, pas comme électeur de Provins... je ne pense pas qu'on aura beaucoup de duels Front National PS. Il y en aura quand même. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors, beaucoup moins qu'on l'imagine. Puisque vous fuyez la question, non, je ne fuis pas. Je vous dis, nous, on se base sur nos couleurs. Mais on se base sur nos couleurs. Écoutez, moi, je ne suis pas sur des bidouillages, ni avec le Front National, ni avec le PS. Vous iriez à la pêche ou à la chasse? Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, parce que je pense que cette situation ne se posera pas, ou si elle se pose, ce sera vraiment très exceptionnel, dans très très peu de cas. Alors, autre cas de figure. Est-ce que, comme Jean-Pierre Raffarin à Pau, vous voteriez François Bayrou face au candidat PS? C'est ce qu'il a dit hier, Jean-Pierre Raffarin. Je ne suis pas électeur à Pau et je suis ravi de ne pas l'être. Vous avez vu que le sondage du CSA met François Bayrou en difficulté. En tout cas, il est à peu près sur le même score que son opposant. Non, mais nous avons, attendez, on va être clair sur ce sujet. Soyez clair. Nous avons sur la liste de François Bayrou des candidats UMP. Moi, j'ai regretté qu'on n'ait pas un candidat UMP qui porte l'UMP sur nos couleurs. C'était ça ma position, et je regrette que ça ne soit pas le cas. Donc maintenant, nos candidats UMP sont sur la liste de François Bayrou. Donc effectivement, entre le PS et François Bayrou, avec des candidats UMP sur sa liste, je voterai sur la liste de François Bayrou. Ah oui, vous êtes très clair, Christian Jacob. Plus clair quand on vous demande mais parce qu'on est dans un duel, vous parlez de duel qui n'existe pas. Ouais. Là, je vous parle d'un duel qui va exister. Donc c'est plus simple d'être précis. On vous réinvitera entre les deux tours, alors. Je vous fais confiance. Autre difficulté pour l'UMP, à Paris, avec notamment des listes quand même dissidents, des candidats dissidents dans le 8e, par exemple, Charles Becbédé. Est-ce que vous regrettez ? Ah oui, complètement. Complètement. Je trouve que c'est une stratégie folle d'avoir des listes dissidentes à Paris. Nous sommes vraiment en situation de pouvoir gagner à Paris, et la dissidence nous affaiblit. Alors j'entends tous les arguments qui sont utilisés, et on me dit mais de toute façon là on est sur des arrondissements qui sont des arrondissements de droite, donc la gauche ne passera pas. Mais c'est pas ça le sujet. C'est une sorte de primaire au premier tour, quoi. Mais c'est qu'on perd des conseillers de Paris à ce petit jeu-là. Et si on perd des conseillers de Paris, eh bien on va perdre, on ne gagnera pas plutôt la mairie de Paris. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vote utile, et moi j'appelle tous les Parisiens à se rassembler sur nos listes UMP. Donc sur les listes NKM. Oui, bien évidemment. Alors on va parler. Tiens, vous êtes un frondeur, Christian Jacob, parce que hier, vous avez mené les députés UMP au boycott des séances des questions au gouvernement. Pas sûr que c'est contribué, une fois de plus, à valoriser l'image des parlementaires, malheureusement. Si, je pense précisément le contraire. Je pense qu'il faut dire stop. Il faut dire ça suffit à ces dérapages à répétition. Les pertes de sang-froid de Manuel Valls sont insupportables, mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a M. Vidalis qui est un habitué. Il y a M. Sapin. Qui avait fait une réflexion un peu machiste contre une de vos collègues députés. Tout à fait ignoble, d'ailleurs, la réflexion qu'il a. On ne va pas la rappeler, ça ne vaut pas la peine. Voilà, je pense que vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi M. Cazeneuve, c'est aussi M. Sapin, c'est beaucoup d'autres. Et à un moment, il faut dire stop. Soit on rentre dans ce jeu, en quelque sorte, des insultes, et personne n'y gagne. Et je pense qu'on y gagne en disant on arrête. On arrête cela. On demande aux ministres d'être en responsabilité. Ils sont responsables devant le Parlement. L'exécutif est responsable devant le Parlement. Ça veut dire que les parlementaires sont les représentants du peuple. Ils sont là pour interroger l'exécutif, et l'exécutif pour répondre. Et au lieu de répondre aux questions, on part effectivement dans des insultes, dans des pertes de... Oui, parce qu'il avait accusé l'un de vos collègues d'avoir un passé d'extrême droite. Oui, enfin, c'est même pas un de nos collègues, parce qu'il s'est tourné dans un premier temps vers le groupe UMP en disant certains d'entre vous qui viennent de l'extrême droite. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ?
ce type d'insulte, parce que je crois qu'il faut vraiment le vous avez prendre vu que comme ça. Najat Vallaud-Belkacem dit que tant mieux si l'UMP considère maintenant avoir appartenu à l'extrême droite, c'est une insulte. Elle trouvait ça plutôt positif. Oui, que Mme Belkacem s'occupe de son travail de ministre. Elle a beaucoup à faire, elle a très peu fait, donc elle se concentre là-dessus plutôt que de chercher les petites phrases également. Mais moi, je pense vraiment que cette séance des questions d'actualité doit retrouver de la dignité. Pour qu'elle retrouve de la dignité, il faut que Jean-Marc Ayrault rappelle ses ministres au sang-froid, à la responsabilité, et leur dire qu'ils sont là pour être responsables devant le gouvernement. Et quand on entendait hier M. Sapin interroger sur les chiffres du chômage, c'est quand même un échec sans précédent depuis 20 mois. Vous avez vu qu'il se donne un an de plus pour réussir, puisqu'il promet la baisse du chômage à la fin de l'année. Oui, c'est toujours à la fin de l'année d'après. On pourrait espérer que M. Sapin soit mobilisé là-dessus. Au lieu de ça, non, il était reparti en disant que les réactions des députés UMP, ça lui faisait penser au climat des années 30. Non, mais où il en est? Christian Jacob, sur le chômage, justement, imaginons que vous reveniez au pouvoir en 2017, j'imagine que le programme sera prêt. Dans les 100 jours, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de faire repartir la machine à créer des emplois? Deux mesures, allez-y. Se mobiliser totalement sur les jeunes, sur le chômage des jeunes. C'est ce que dit aussi le gouvernement. Mais comment on se mobilise? Je vais vous le dire. Allez-y. On a 25% des jeunes sortis d'école qui sont au chômage. Les Allemands sont à 7%. Et avec, entre autres, un modèle qui est différent, qui est celui de la formation et notamment de l'apprentissage. Moi, j'ai toujours milité pour la fin du collège unique, le retour à l'apprentissage à 14 ans, avec le passage dans les différentes passerelles qui existent. C'est-à-dire que vous pouvez passer aujourd'hui d'un CAP à un bac pro, d'un bac pro à un BTS, d'un BTS... Donc plus de formation concrète, un peu à l'allemande. Tout à fait. Et puis, avec un partage de tutelle entre les organisations professionnelles et l'éducation nationale pour former des jeunes dans les secteurs où il y a de la demande. Et deuxième élément, s'engager sur une baisse des charges drastique. Ça veut dire que sur le financement de notre protection sociale, il faut aller sur une autre assiette que celle du travail. La TVA ? Alors, entre autres, c'est-à-dire imaginer un financement beaucoup plus large que l'on avait fait avec la TVA compétitivité ou anti-délocalisation. Donc, on va aller jusqu'à combien la TVA? Parce que pour transférer une partie importante, vous le savez bien, il faudrait prendre peut-être 5 points de TVA. Est-ce qu'on peut avoir une TVA à 25% par exemple? Moi, je pense qu'il faut qu'on aille sur l'assiette la plus large possible, qui nous permet cet avantage de l'utilisation de la TVA. C'est à la fois de baisser les cotisations payées par les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'on baisse le coût du travail, on baisse les cotisations payées par les salariés, donc on augmente le salaire net, et surtout, on fait payer une partie de la protection sociale par les produits d'importation. Parce que lorsqu'une entreprise se délocalise, c'est certes parfois pour aller gagner des parts de marché à l'export, mais c'est bien souvent pour aller chercher un coût du travail moins élevé. Et donc, lorsqu'elle produit à l'extérieur et qu'elle renvoie ses produits en France, eh bien, par le jeu de la TVA, elle financerait notre protection sociale. Et il faut là qu'on change effectivement de strate et qu'on aille sur un autre modèle. Allez, une dernière question. Je fais appel à votre passé de dirigeant syndicalisme agricole. J'imagine que vous allez d'ailleurs au salon tout à l'heure, encore une fois. Non, j'y suis allé lundi. Alors, j'ai vu que la commission du développement durable de l'Assemblée a adopté une proposition de loi socialiste interdisant la culture du maïs transgénique. Socialistes, écologistes, UDI ont voté pour donc l'interdiction. Vous êtes abstenu. Pourquoi pas voter contre d'ailleurs? Pourquoi est-ce que... Moi je suis contre, j'ai toujours assumé ma position. Je suis favorable au développement des OGM, à la reprise des expérimentations de plein champ. Je le sais, donc pourquoi s'abstenir? Pourquoi pas voter contre, clairement? Parce que je pense qu'on est en première lecture. Il fallait laisser une place au débat pour voir avec des amendements en seconde lecture. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement... Voter pour les OGM. Oui, j'ai toujours été sur cette position et je n'en bouge pas. Christian Jacob, patron des députés UMP, était avec nous sur Radio Classique. LCI, merci. Merci à vous.